cette invitation pour cette présentation qui va être faite par le docteur Koné sur l'exercice de l'activité neurochirurgicale au centre hospitalier de Kifa. Le docteur Nouhoum Koné est né en 1981. Il a fait ses études médicales de médecine générale au Mali à la faculté de médecine de Bamako, puis il a fait sa spécialisation en neurochirurgie à la faculté de médecine d'Abidjan. Il a intégré la fonction publique en fin 2016 et il a commencé à exercer l'activité de neurochirurgie au centre hospitalier de Kifa en mars 2017. Et il s'agit d'un médecin très actif sur le plan scientifique car il a publié une quinzaine d'articles et avec plusieurs communications orales et affichées. Il a une très bonne réputation dans les pays, d'une part du fait de sa brillante réussite à établir une activité neurochirurgicale de référence à l'intérieur du pays, et puis du fait de son humanité et voilà, de l'excellence de ses résultats de neurochirurgie. Comme vous le savez tous, l'exercice de la spécialité ou des spécialités médicales à l'intérieur de notre pays pose un véritable problème. D'une part, par le fait que les médecins spécialistes voilà, renoncent à aller à l'intérieur pour une partie d'entre eux par le manque de moyens dont ils peuvent disposer à l'intérieur, et d'autre part également par le manque de motivation à la fois personnelle et puis la motivation également dans les conditions d'exercice. Mais il y a toujours des exceptions, et parmi les exceptions, le docteur Koné a prouvé la possibilité d'exercer des spécialités un peu qui nécessitent quand même pas mal de moyens dans des régions parfois hostiles à cet exercice. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité au groupe de staff médecin mauritanien l'inviter pour nous parler de son expérience qui va, j'espère, nous permettre d'enrichir un peu la discussion sur ce sujet et d'encourager également des jeunes spécialistes d'aller à l'intérieur et d'exercer à l'intérieur. Donc, docteur Koné, vous avez la parole. Vous avez 45 minutes pour nous présenter, pour nous parler un peu de cette activité. Et puis, on ouvrira après la discussion pour poser des questions éventuellement parmi les participants. Et voilà. Donc, vous avez la parole, docteur Koné. Merci, monsieur le modérateur, chers collègues, chers amis. J'ai l'honneur, au fait, de vous parler du bilan de mes 2 premières années d'activité neurochirurgicale au centre hospitalier de Kifa. Et donc, en introduction, nous dirons que les conditions de la pratique neurochirurgicale sont loin d'être réunies dans la plupart des pays africains. Et la Mauritanie ne fait pas exception à cette assertion, en l'occurrence les capitales régionales comme Kifa. Et ces mauvaises conditions sont du fait de plusieurs facteurs, à savoir, disons, les difficultés d'accès des populations aux soins, le manque de neurochirurgiens et le caractère insuffisant du plateau technique. Nous savons tous que la bonne pratique de cette spécialité impose des recours à des outils diagnostiques indispensables comme le scanner, l'imagerie par résonance magnétique, une ressource humaine, je vais dire, adaptée,
Autrement dit, une équipe multidisciplinaire faite genre de radiologues, d'anesthésistes réanimateurs, de neurochirurgiens, d'instrumentistes, etc. Et donc, le but de cette étude était d'évaluer nos résultats comparés aux données de la littérature. Et pour ce faire, nous avons eu à réaliser une première étude portant sur 11 mois d'activité neurochirurgicale qui a été, disons, publiée à la revue algérienne de neurochirurgie. Et donc là, nous sommes à notre deuxième étude qui a porté sur en fait, le bilan de notre activité durant 2 ans, également publié au mois de décembre passé. Et donc, pour mener à bien ce travail, nous avons adopté la méthodologie suivante. Il s'agit d'une étude descriptive à recueil de données rétrospectives portant sur 24 mois d'activité chez des patients hospitalisés pour affection neurochirurgicale au service de chirurgie générale et de pédiatrie du centre hospitalier d'Equipa allant de mars 2017 à mars 2019. Il faut dire que quand j'avais été affecté à Kifa, le cadre n'était pas du tout adapté car il n'y avait pas d'instrument de neurochirurgie. Mais ayant fait, disons, ma formation, disons, de base de cette spécialité en Côte d'Ivoire, qui est en fait un pays aussi de l'Afrique subsaharienne, ça m'a permis un peu de me préparer par rapport, disons, aux possibilités, sinon aux données que je pourrais en fait retrouver une fois rentré au pays. Et donc, malheureusement, il n'y avait pas d'instrument. Et compte tenu de cette préparation, je m'étais, disons, préparé avant la fin de ma formation pour avoir les différents matériels de base permettant je vais dire, de pratiquer, disons, cette activité. Il faut dire que nous avons eu à pratiquer cette activité 13 mois sans médecin anesthésiste réanimateur. Il y avait juste un médecin anesthésiste étranger qui ne fait pas de réanimation, je ne sais pas pourquoi. Et de ce fait, les patients qui nécessitaient en post-opératoire une réanimation, je vais dire, étaient, disons, assurés par moi-même. Et nous avons également pratiqué cette activité 7 mois sans médecin radiologue. Il y avait bon, deux techniciens supérieurs en radiologie qui tiraient les clichés et moi, en fonction de mes interprétations, je posais mes indications en fonction, je vais dire, de mes appréciations. Et il faut dire que la capacité litière du service de chirurgie générale était de 33 pour différentes spécialités. Bon, je vais dire au départ, bon, il y avait deux praticiens en chirurgie digestive, un ORL, un chirurgien orthopédique, également un neurologue. Et il faut dire que je vais dire, le centre hospitalier de Kifa dispose d'un service de réanimation d'une capacité de 4 lits. Et comme critère d'inclusion, il s'agit des patients, disons, hospitalisés pour affection neurochirurgicale. Et le scanner est le seul examen neuroradiologique disponible et sa réalisation était obligatoire pour tout patient candidat à une intervention chirurgicale. Et les paramètres évalués étaient épidémiologiques, diagnostiques, chirurgicaux et évolutifs. Et donc, cette méthodologie nous a permis d'avoir les résultats suivants. Au plan hospitalisation, la série comportait 176 patients, dont 49 de sexe féminin, 127 de sexe masculin. Et les patients étaient hospitalisés le plus souvent dans le cadre, bon, dans un contexte d'urgence. Et l'âge moyen des patients était de 36 ans, avec des extrêmes allant de 5 jours à 85 ans. Les traumatismes, c'est-à-dire crâniens et vertébromodulaires, l'hématome suddural chronique et les affections dégénératives du rachis
représentées essentiellement dans la hernie discale étaient, disons, les affections neurochirurgicales prédominantes. Et la population pédiatrique représentant 30,8% de notre activité a été concernée surtout par les traumatismes crânio-encéphaliques et les pathologies malformatives avec respectivement 34 cas et 11 cas. La mortalité globale de la série était de 3,4. Et sur le plan chirurgical, 81 patients ont été, disons, opérés. L'âge moyen des patients était de 46 ans. 4 patients de la série ont été opérés. La mortalité, disons, le taux de mortalité chez les patients opérés était de 6,1% et la durée moyenne de suivi a été, disons, de 6 mois. Et donc là, pour agrémenter un peu, je vais dire, cette présentation, nous allons passer en fait, à quelques iconographies, disons, des patients opérés. Là, un cas, disons, de pneumoncéphalie massive, disons, post-traumatique avec une rhinorrhée, disons, très active, bon, je vais dire, qui a nécessité une réparation, je vais dire, de l'étage antérieur de la base du crâne. Là, nous voyons que, en faisant la révision, nous avons constaté qu'il y avait une brèche qui était à la base du crâne, qui a été fermée, et puis en post-op, nous voyons la disparition complète de la pneumoncéphalie. Là, un cas, disons, atypique de tétraparésie, je dirais, de tétraparésie sur un sujet de 70 ans, qui était plutôt secondaire à un hématome subdural chronique. Quand le patient s'est présenté au service des urgences, nous avons initialement pensé à un problème, disons, cervical. Quand on a fait le scanner cervical était sans particularité, donc ce qui nous a amené à faire le scanner, disons, cérébral qui a objectivé, disons, un hématome subdural chronique bilatéral, disons, hémisphérique. Et bon, compte tenu, je vais dire, de la rareté de ce cas, nous l'avons publié également au journal algérien de neurochirurgie. Là, un cas de plaie crânio-cérébrale qui m'avait été, disons, adressé par mon cher ami, docteur Zoed. Et donc, bon, le patient, bon, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de réaliser, disons, un scanner, disons, ici. Et de ce fait, bon, nous avons quand même, on s'est jeté, disons, à l'eau. Heureusement, qu'il n'y avait pas de lésions, disons, vasculaires. Et là, en post-opératoire, disons, le post-opératoire a été marqué par une amélioration, disons, clinique de l'état du patient. Et en termes de neurotraumatologie rachidienne, là, un cas de luxation post-traumatique C5, C6, qui, au fait, a nécessité une chirurgie d'arthrodèse par voie antéro, disons, latérale. Et là, un cas de burst fracture chez un patient, disons, de 34 ans qui, par contre, disons, conservait partiellement en fait, la sensibilité au niveau des membres inférieurs, ce qui nous a vraiment motivé à l'opérer. Bon, compte tenu des moyens, malheureusement, bon, il n'a pu être opéré que 36 heures plus tard. Et malgré tout, le patient quand même s'en est bien sorti. 4 mois post-opératoire et marchait de façon, disons, autonome. Là, un cas, c'est un cas vraiment qui m'a plus marqué, disons, durant mon exercice à Kifa. Un patient jeune qui avait reçu, en fait, une baraque sur le dos, entraînant, disons, une fracture, disons, de L1, une fracture de L1. Là, nous voyons la fracture de l'arc antérieur et puis une fracture lanaire droite également de L1, avec un tassement d'environ, je dirais, 5%. Donc, autrement dit, ce n'était vraiment pas méchant. Mais ce qui nous a poussé, disons, à faire cette chirurgie, c'est que
Ce patient présentait une hypoesthésie, genre il était paraplégique avec une hypoesthésie à niveau supérieur, disons T12. Donc, nous nous sommes dit que, en fait, il y a problème parce qu'il y a un syndrome de souffrance, disons, médulaire. Donc, il fallait, disons, peser la balance bénéfice, disons, risque et d'essayer de faire quelque chose parce que le contenu endocanalaire n'était pas, disons, je vais dire, examinable à Kifa. Bon, peut-être que certains me diront pourquoi ne pas faire le myéloscanner. Le myéloscanner, bon, sa réalisation est presque, disons, abandonnée. Bon, et bon, donc, il fallait prendre le risque de parcourir 600 km avec cette ébauche de sensibilité qui existait encore, qui, au fait, était gage d'une possibilité de récupération en cas de, je vais dire, de décompression. Et là, vu qu'il y avait cette fracture au niveau de la charnière, et c'est un sujet, disons, jeune, c'est une zone qui est mobile par excellence. Donc, ce qui nous a amené à faire une ostéosynthèse, disons, de chaque charnière je vais dire, dorsolaire. Et nous avons ouvert le canal. Et quand on a ouvert le canal, heureusement, on a été en face d'une cause qui était vraiment curable. Il avait un hématome, disons, épidural, disons, compressif, donc qui a été, disons, enlevé. Et il faut dire que de nos jours, le patient marche, disons, avec des ambulateurs. Là, un cas également de fracture atypique. C'est le premier cas que nous avons eu vraiment l'honneur de rapporter dans la littérature chez un patient, je veux dire, un patient de 14 ans. Donc, c'est le premier cas décrit, je veux dire, dans je veux dire, la population pédiatrique et donc, qui a été, disons, publiée. C'était une fracture bipédiculaire, disons, étagée, bipédiculaire, disons, étagée, donc qui a motivé, disons, l'ostéosynthèse. Et c'est un, disons, le cas, disons, a été publié en octobre passé, de l'an passé. Et là, un cas de fracture également sacro-proxygène, luxation sacro-proxygène post-traumatique qui était révélé au traitement, disons, médical et même, disons, à la kinésithérapie. Donc, ce qui nous a amené à poser l'indication d'une proxygéctomie. Donc, ce cas également a été rapporté dans la littérature. Et, comme pathologie malformative, là, un cas de spinal bifida, également, qui est opéré. Là, un cas d'hydrocéphalie congénitale, malformative également, qui nécessité une dérivation de l'horizon périphérique. Là, un cas de méningo-horizon encéphalocèle également opéré. Là, il y a, disons, des kystes arachnoïdes cérébrales symptomatiques qui nous a amené à poser l'indication de la dérivation, disons, kysto-péritonéale. Il faut dire qu'il était possible de faire, je veux dire, de procéder par endoscopie. Bon, malheureusement, on ne fait pas d'endoscopie, disons, à Kifa, vu que, bon, même, comme j'ai dit, ça fait bientôt 4 ans qu'on se débrouille avec des instruments, disons, personnels. Et donc, comme hématome intracérébral spontané, là, c'est un cas, disons, qui m'avait été adressé de l'EMA, donc qui est venu bon, dans un état de trouble, disons, de la conscience, je vais dire un état comateux. Nous avons, bon, quand même, c'est vrai, c'est un hématome lobaire et il aurait fallu, disons, faire, disons, un angioscanner, mais nous avons quand même pris les risques, vu que, bon, pour encore envoyer le patient à 600 km, donc il fallait essayer quand même de lui donner une chance. Bon, on s'est jeté à l'eau et Dieu merci, à J13 post-opératoire, là, nous voyons
que pratiquement le cerveau qui est carrément nettoyé, je vais dire, de l'hématome. Et le patient, plus tard, a été envoyé à Nouakchott pour la réalisation de son bilan vasculaire qui s'est révélé alhamdoulilah, normal. Et comme pathologie infectieuse, là, nous voyons un cas de spondylodystite T12, disons LM, compressif sur la moelle et qui, en fait, a nécessité une décompression par l'omnilectomie associée à une ostéosynthèse comme pathologie infectieuse également. Là, nous voyons un cas d'abcès, disons, de la fosse postérieure, également, disons, qui a été opéré. Là, un cas de tumeur, disons, fronto-temporale, disons, droite, qui apparaissait spontanément, je vais dire, hypodonce, qui, après injection du produit de contraste, on a une prise de contraste avec un élément péridurale qui était très, très important, donc, ayant motivé cette chirurgie d'exérèse. Donc, à la lumière de ces résultats, nous allons passer à la discussion. Et donc, cette étude nous a permis de connaître le profil des patients à prendre en charge dans un contexte de pratique récente de cette discipline, ce qui permet aux prestataires, autrement dit aux chirurgiens, d'avoir une idée par rapport à l'équipement et à l'attitude, disons, adaptée aux besoins des populations. Cependant, le mélange de plusieurs spécialités chirurgicales dans un seul service n'est en aucun cas propice, je vais dire, à l'épanouissement de ces spécialités, mais aussi à, je vais dire, à la qualité des soins. Mais une amélioration de l'accessibilité par une réduction systématique des coûts pour les cas défavorisés, pardon, et un équipement de la région en IRM permettra d'améliorer la prise en charge dans un contexte africain caractérisé, disons, par le faible pouvoir d'achat. Bon, comme rapporté par d'autres auteurs comme Ekwele au Congo, Mejdi et Kassidi, je vais dire, au Maroc, euh, notre activité était dominée surtout par la traumatologie, notamment la traumatologie crânienne dans 47,2% des cas, et puis rachidienne, 10,2%. Et les patients étaient, disons, hospitalisés le plus souvent dans un contexte d'urgence. Et disons, ce qui corroborait avec les données également de ces consultés. Donc, la prédominance de la pathologie urgente expliquée par la prédominance de la pathologie traumatique parmi toutes les admissions de service. Notre taux des opérés également se rapprochait des taux de série consultés. La chirurgie de l'hématome sous-viral a constitué 3,5% de notre activité, ce qui est supérieur, je vais dire, aux données des Ekwele et Kassidi. Donc, ce cas pourrait s'expliquer par le fait que 46,6% des patients de notre série étaient âgés de 50 à 85 ans, qui est presque l'âge de prédilection de la survenue des hématomes sous-viraux, compte tenu, je vais dire, de la sénescence avec comme conséquence l'atrophie cérébrale, donc moindre traumatisme va entraîner la survenue, je veux dire, d'un saignement qui va se faire à bas bruit. Et donc, le taux des opérés pour un traumatisme crânien vertébro-médulaire également concordait avec les données des séries consultées. Dans la pathologie malformative dominante de l'hydrocéphalie suivie par un spinal bifida. Bon, la pathologie infectieuse prédominante était les spondylolistes tuberculeuses, 7 cas sur 13 au total de pathologie infectieuse, dont 4 cas concernés, disons, par la chirurgie. Et donc, le nombre de cas de pathologie vasculaire et tumorale s'explique par le fait que nous avons pratiqué, disons, cette activité 13 mois sans médecin réanimateur et des
ces faits, les patients étaient, disons, évacués de façon systématique sur Nouakchott. Et notre taux de désinfection post-opératoire était de 5,5%, ce qui se rapproche du Congo. La mortalité post-opératoire de notre série était de 6,1%, dominée par la chirurgie de l'hématome, disons, intracérébral. Et bon, je dirais que notre taux de mortalité est quand même mieux que celui de Ebola au Congo, qui était de 12%, et de Cassidy au Maroc, qui était de 9,4%. Et écoulé, ils ont eu 100% de décès chez les patients opérés pour hématome intracérébral. Et nous avons eu, disons, 2 cas de décès, autrement dit 50% de 2 cas de décès sur 4 cas. En conclusion, nous dirons que cette étude a permis de connaître le profil des patients à prendre, disons, en charge. Et ça a permis également de connaître également les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Bon, malgré tout, les résultats sont encourageants dans l'ensemble de notre série. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Koné, pour cette très belle présentation qui nous a permis de connaître et d'être au courant de ce qui se passe à l'intérieur du pays avec cette belle expérience neurochirurgicale dans une grande région comme Kifa, initialement dépourvue comme on l'a vu dans la présentation, de tout moyen susceptible d'aider cette activité quand même qui nécessite, on le sait tous, un plateau technique aussi bien diagnostique qu'un plateau technique de chirurgie. Je ne sais pas s'il y a des questions, des participants. Ils peuvent se présenter pour poser leurs questions. Sinon, en attendant, moi j'ai une question. Une première question, c'est quoi le motif qui vous a poussé à choisir Kifa, à s'installer à Kifa? Vous êtes jeune neurochirurgien qui sort en 2017. J'imagine, comme tout jeune, il a besoin d'exercer, d'opérer, de prouver dont il est capable. Et est-ce qu'il s'agit de motifs personnels? Est-ce que vous aviez la volonté de prouver que c'est possible de faire de la neurochirurgie à Kifa? Voilà, c'est ma première question. Et je peux répondre? Ben, allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur, de l'intérêt quand même porté au sujet. Merci. Bon, en fait, ce n'était pas personnel. Après, disons, le concours de la fonction publique, bon, j'ai été affecté à Kifa. Et bon, quand même, il faut dire que c'était quand même un peu difficile. Bon, mais vu que, bon, on a été affecté, donc il fallait quand même partir. Bien vrai que les conditions, je vais dire, bon, n'étaient pas du tout favorables. Donc, c'était pas personnel. C'était pas évident. Comment? C'était pas évident au début, j'imagine. C'était très difficile. Oui, c'était pas évident, mais en fait, bon, je me suis dit que sinon, j'ai fait quand même ma formation dans un pays qui a pratiquement, je dirais, les mêmes réalités que la Mauritanie. Ça m'a permis de me préparer en conséquence. Donc, je savais que, bon, ça allait être possible. Bon, malheureusement, ça a été possible et Non, heureusement que ça a été possible et tant mieux pour la population de Kifa.
Je ne sais pas s'il y a des participants qui souhaitent poser des questions ou bien qui ont des contributions à donner sur le sujet. Sinon, moi, j'ai une deuxième question. Euh, Concernant la mortalité qu'on a vu bien, que je trouve assez quand même basse, 3,4%, et vous l'avez bien montré dans la discussion par rapport aux autres publications. Est-ce que cette mortalité est liée à une sélection des patients ou bien c'est lié à une amélioration des conditions de la réanimation à KIFA au cours de votre exercice? Ok, merci. Bon, en fait, je pense que au départ, nous étions beaucoup sélectifs, vu qu'il n'y avait pas de réanimateurs, donc il fallait quand même faire beaucoup attention. Mais il faut dire qu'avec l'arrivée de notre réanimateur, je dirais 13 mois plus tard, quand même, ça a amélioré, je veux dire, la qualité de notre prise en charge et puis ça nous a amené à être beaucoup plus incisifs, à ne pas, je vais dire, envoyer systématiquement un autre chose, sauf si le besoin se fait sentir. Ok, parfait. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a des participants qui souhaitent poser des questions? السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullah. دكتور عابد مرحبا. Je suis دكتور دويب. Merci beaucoup, Dr. Douaib. Voilà, Dr. Douaib Ok. souhaite poser ou contribuer à cette belle présentation. En fait, je tiens à remercier Dr. Koné pour cette belle présentation. Merci. J'ai une question. Qu'en pensez-vous pour l'avenir de la neurochirurgie à l'intérieur à Kifa, précisément à Kifa? Qu'est-ce qu'il manque exactement? Si vous pouvez citer, par exemple, d'après vous, ce qui est prioritaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il manque exactement à Kifa pour améliorer la qualité de la prise en charge des pathologies neurochirurgicales? La deuxième question, pour un patient, par exemple, qui est, par exemple, dans une autre région où il n'y a pas de route entre cette région et Kifa, par exemple, quelles sont les pathologies qu'on peut, par exemple, l'évacuer à Kifa, comme à titre d'exemple, c'est l'Ibabi, et quelles sont les autres urgences qui ne peuvent pas être transférées à Kifa, vu l'état mauvais de la route entre, par exemple, Seribabi et Kifa. Donc, est-ce que vous pouvez citer, par exemple, selon le contexte, quels sont des cas qu'on peut le transférer, par exemple, à Kifa? Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité. On était ensemble pendant 4 ans. Et vraiment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon cher ami, docteur. Oui, merci. Bon, j'assure que tu, tu me manques parce que, bon, en fait, il faut dire que le rapport collégial était vraiment intéressant. Bon, ce qui manque, je pense que je l'ai déjà dit, ce qui manque, c'est les instruments. Il n'y a pas d'instrument de neurochirurgie à Kifa. Il y a un neurochirurgien à Kifa et depuis 4 ans. Et malheureusement, il faut dire que bon, je veux dire, la personne opère avec ses instruments personnels. Donc, c'est quand même bon, il faut voir vous-même. Et puis bon, il y a pas d'IRM. Il n'y a pas d'IRM. Donc, je pense qu'il nous faut une IRM.
Bon, il nous faut quand même aussi un scanner de meilleure qualité. Bon, comme ça, on pourrait au moins faire le bilan vasculaire. Et donc, vous dites, sinon, tu me dis, pardon, quelles sont les pathologies qui ne sont pas, disons, je dirais, prénables à Kifa. Bon, je dirais que il ne faudrait pas envoyer les cas, les pathologies sinon, qui nécessitent la réalisation d'un angioscanner, notamment les hémorragies méningées. Les hémorragies méningées, les cas d'hémorragie méningée, il ne faudrait pas les envoyer vu qu'il n'y a pas d'angioscanner ici. Donc, il faut les évacuer de façon systématique sur Mockshot. Et puis également, les pathologies de la région cellaire, les pathologies de la région cellaire, notamment les adénomes hypophysaires et autres, ne sont pas aussi, je vais dire, du fait du plateau technique, bon, ne sont pas opérables, disons, à Kiffa. Je pense que, à part ça, bon, les autres pathologies sont, je vais dire, traitables. Les autres pathologies. Je vais rebondir sur la question de Dr. Mouaib. Le scanner dont vous disposez à Kifa, c'est un scanner de combien de barrettes? Le scanner qu'on a, bon, on m'a dit un scanner de 4 barrettes, c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Je ne sais pas trop. Bon, ça, ça Et le relève plutôt de, je vais dire, de la compétence de notre radiologue. C'est lui qui est plus à répondre à cette question. Pourquoi on ne fait pas d'angioscanner? C'est lui qui pourrait répondre à cette question. Ouais. Ouais, en fait, théoriquement, un 4 barrettes pour un angioscanner cérébral, c'est possible. Si on veut voir les artères du polygone de Willis et si on veut détecter éventuellement une malformation artério-veineuse. Parce qu'on sait bien au niveau des angioscanners cérébrales, on n'a pas besoin, comme pour les angioscanners thoraciques, d'avoir des scanners de 16 ou de 32 ou de 34 barrettes. Après, peut-être on verra un peu de temps venant quand on injecte à la main. J'imagine que le problème, c'est peut-être un problème d'injecteur automatique. Oui, sûrement, sûrement. Ouais. Et ça, c'est normalement, c'est un problème qui n'est pas insurmontable et que théoriquement, on peut surmonter soit en envoyant un injecteur automatique, soit en prenant maintenant un scanner de 16 ou de 32 barrettes, voire de 104 barrettes. Je pense que ça vaut le coup, vu l'activité que vous faites, vu ce que les services que vous faites pour la population, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour les cardiologues qui sont sur place pour diagnostiquer les embolies pulmonaires, voilà, et poser les diagnostics de ischémie des membres avec les angioscanners des membres inférieurs. Je pense que ça vaut le coup dans une grande région comme Kifa d'avoir un scanner au moins de 16 barrettes avec un injecteur automatique. C'est le minimum vital et le minimum basique pour faire un peu de médecine, disons, un peu moderne, entre guillemets, quoi. Vous, vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends, oui. Ok, parfait, parfait. Ouais, merci, merci beaucoup. De rien, de rien. Ça nous a fait grand plaisir de vous écouter, de voir cette brillante présentation. En tout cas, on est fiers tous de vous, de ce que vous faites et de l'exemple que vous donnez à l'intérieur du pays. Je ne sais pas s'il y a des participants qui souhaitent poser des questions. Sinon, on va peut-être conclure.
Docteur Abd, excusez-moi. Oui. Essayez de lire les messages qui sont dans la discussion. Il y a une question dans la discussion. Dans la discussion, alors c'est quoi? C'est dans converser, c'est ça? Oui, plus. Cliquez sur plus. Vous allez... Alors, le son, merci pour la belle présentation. Aziz, merci pour la belle présentation. Donc, c'est Aziz qui dit merci pour la belle présentation. Connaît, quels sont vos conseils pour encourager les jeunes à exercer à l'intérieur de notre pays et surtout de continuer à publier comme dans votre cas? Merci pour la belle présentation. Voilà, c'est la même question qui se répète. Donc voilà, il pose la question concernant les conseils que vous pouvez éventuellement donner pour les jeunes, pour les encourager à exercer dans le pays et pour également ne pas lâcher le côté recherche et le côté scientifique. Bon, je dirais que bon, il faut avoir des rêves. Et quand tu as des rêves, il faut te créer des moyens, si possible, les moyens de pouvoir les réaliser. Bon, tout est question, je vais dire, d'engagement et tout. Et c'est dire que même si on arrive quand même à, je vais dire, avoir une ébauche, sinon si on arrive à réaliser ces rêves en partie, bon, tu peux considérer ça comme une victoire. Et bon, c'est surtout ça. Et je dirais aussi que pour ceux qui veulent se spécialiser, il serait mieux de se spécialiser, je dirais, dans un pays qui a un peu les mêmes réalités que, je vais dire, le tien. C'est important parce que ça te permet déjà de déceler les différents problèmes auxquels tu pourrais faire face à ton retour au pays. C'est vrai que il est bien d'aller ailleurs. Il est bien d'aller ailleurs. Comme par exemple, après, disons, Abidjan, j'ai été en France à Lyon. Ça m'a permis également de voir d'autres réalités. Et il faut dire qu'il est bien d'apprendre toutes les techniques. Il est bien d'apprendre toutes les théories. Mais je dirais, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de pouvoir mettre en application ces connaissances apprises en fonction des réalités locales. C'est ce qui est important parce que j'ai l'habitude de publier mes trucs souvent sur, je vais dire, bon, les réseaux sociaux et souvent on me pose des questions tenant compte un peu de ce qu'on voit en Occident. Bon, tout ce qui est faisable en Occident n'est pas forcément transposable ici. Par exemple, à Kifa, il faudra tenir compte, je vais dire, de l'approche du patient. C'est différent de l'Occident où au moins il y a la sécurité sociale. Alors qu'ici, malheureusement, on sait comment on travaille. Donc, autrement dit, mettre ses connaissances en adéquation avec les réalités locales. Bon, c'est ce que je dirais. Merci. Merci beaucoup, Dr. Koné. C'est assez clair. Donc, on va conclure. On remercie tout d'abord, encore une fois de plus, Dr. Koné pour sa belle présentation, pour tous les services qu'il a su rendre pour la population de Kifa. Et il nous a démontré que l'exercice d'une spécialité, même si elle est complexe, même si elle nécessite un plateau technique assez avancé, assez pointu, est possible. Donc, nous vous encourageons, vous continuez à travailler, à nous prouver que c'est possible, à publier. On est fiers de vous et on vous remercie infiniment. Et voilà. Oui, bon, puisqu'on m'a parlé également d'articles, de publications, de passage, je tiens à remercier un ami, Dr.
Boushab qui en réalité je dirais, a plus d'une trentaine de publications. Et donc, quand je l'ai eu ici, ça m'a permis de me galvaniser, ça m'a motivé à essayer de faire comme lui. Donc, il est toujours important d'avoir des sujets modèles et puis d'essayer de suivre, je veux dire, la trace de cette dernier. Je pense que c'est aussi très important. Ok, parfait, parfait. Donc, merci beaucoup. Merci, Dr. Koné. Et on va dire à très bientôt. Ok, merci beaucoup. Merci, un plaisir. À très bientôt. Merci. Il y a bien des choses. Merci beaucoup.